la CCI de Seine-et-Marne pour le salon Remove. C'est un grand événement qui est organisé par la CCI sur la mobilité décarbonée. Voilà, les rencontres de la mobilité décarbonée. C'est un grand salon qui se déroule aussi à la Ferté-Gaucher sur le circuit automobile, où il y a aussi des présentations de véhicules et de toutes sortes de mobilités décarbonées. Tout le monde va pouvoir y trouver son compte, savoir quel véhicule acheter, surtout pour les entreprises qui doivent par exemple renouveler une flotte, savoir quel est le meilleur rapport avec le mix des énergies, et bien sûr ça tourne beaucoup sur les énergies renouvelables, l'électrique, l'hydrogène, le gaz naturel, et on va déjà voir sur le parking de la CCI, il y a bien sûr des exposants qui vont montrer leurs véhicules et les possibilités qu'il y a. Ce sont les véhicules de demain, c'est l'avenir. Nous sommes sur Remove, le rendez-vous de la mobilité décarbonée ici à la Chambre de commerce et d'industrie de la Seine-et-Marne. Nous sommes le président de la Chambre de commerce. Merci d'être avec nous, Jean-Charles Schmitt. Jean-Charles, on est sur un rendez-vous important pour la Seine-et-Marne. C'est le département le plus grand d'Île-de-France. Et ici, la mobilité décarbonée, ça a un sens. C'est pour ça que vous avez voulu ce projet Remove. Tout à fait. Au niveau territorial, c'est très important. La première chose, c'est que la Seine-et-Marne est à l'est de Paris. Donc nous avons énormément de transports qui arrivent de l'Europe par l'est de Paris. Et donc nous avons énormément de transports routiers, nous avons énormément de trafic sur cette zone-là. Et donc c'est le point important. Le deuxième point, c'est que vous l'avez dit, c'est le troisième département, et notamment le troisième département en France au niveau des jeunes. Et donc la transformation de décarbonation, elle est très importante pour les jeunes et pour la génération future. Donc c'est important aussi de les impliquer. Utiliser cette plateforme Remove pour avoir un dialogue et ce partenariat collectif et partager les bonnes idées sur du long terme. Donc Remove, c'est un début et un grand début. Merci Jean-Charles Schmitt. Et donc vous êtes invité à profiter de Remove aujourd'hui et samedi et dimanche pour le grand public. Jean-Charles Schmitt, bonjour, président de la CCI de Seine-et-Marne. Qu'est-ce qu'on attend de la mobilité décarbonée? Beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, parce que aussi tous les produits qui sont proposés pour la décarbonation ne cessent de changer, ne cessent d'évoluer au niveau des réglementations qui ne cessent de changer. Et donc ce qui est important, c'est qu'on puisse donner un cadre clair sur les évolutions, les choix. Et quand on a une flotte automobile pour des entrepreneurs, c'est aussi important de pouvoir se dire je vais aller vers là, je vais aller vers l'hydrogène, je vais aller vers l'électrique, voilà, où on en est de tout ça. Donc c'est donner une bonne visibilité. Et puis c'est aussi une réunion un peu de tous les acteurs autour de la décarbonation, donc ça permet aussi de se parler entre nous, de travailler la mobilité. Nous avons un partenariat avec Gustave Eiffel où il y a 2500 chercheurs qui y sont présents sur la mobilité et la ville durable, donc ça touche aussi les collectivités et je crois que c'est très important pour notre territoire qui est le plus grand territoire d'Île-de-France, 6000 km² et surtout où il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes, c'est important demain, la décarbonation c'est quelque chose qui est très important pour eux, c'est la génération future. Donc c'est important de construire intelligemment cette décarbonation sans parti pris, mais en regardant objectivement les solutions. Il y a beaucoup de monde à ce salon et ceux qui ne sont pas venus à ce salon, comment ils font? Alors c'est très simple, je répète qu'aujourd'hui c'est les professionnels. Demain c'est ouvert au grand public au circuit de la Ferté-Gaucher, aujourd'hui c'est à Chambre, demain c'est ouvert au grand public.
pour tester. Et ceux qui ne pourront pas y aller, eh ben, ils vont avoir une plateforme Remove qui se met en place, puisque le nom Remove dont nous avons repris avec Fauve le nom, est une plateforme qui va aussi être un très beau lieu d'échange. Et puis nous aurons aussi d'autres salons à venir et des moments d'échange à la CCI, d'accompagnement des chefs d'entreprise. Nous aurons plusieurs thématiques pour aider les chefs d'entreprise à décarboner. Christophe Debonne, je suis président de l'AFUV, qui est une des associations de la Fédération Fauve, CUV, association francilienne pour l'usage du véhicule électrique. Je suis Vincent Larnicole, je suis secrétaire général de l'AFUV également. Notre rôle au sein des associations de la Fédération Fauve, c'est de promouvoir le véhicule électrique, de démontrer en quoi il peut dès aujourd'hui remplacer le véhicule thermique dans tous les usages et de faciliter son adoption, de convaincre les gens, de lever les doutes qu'ils peuvent avoir. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme doute? Les grands trajets, comment ça se passe, oui. Le quotidien, la recharge. Ils peuvent également avoir des doutes sur l'écologie. Est-ce que le véhicule électrique est plus intéressant que le véhicule thermique? Voilà, ça fait partie des différentes questions que les gens se posent. C'est les questions que vous avez en général, pour les gens que vous rencontrez, autant les particuliers que les entreprises. Tout à fait. Les entreprises sont particulièrement inquiètes de cette transition écologique puisqu'elles ont des flottes entières à faire évoluer. Donc c'est compliqué. Mais chez les particuliers aussi, parce que je fais comment pour avoir une borne, pour brancher, combien d'électricité je vais dépenser? On pense que pour le véhicule particulier, c'est l'électrique qui est le plus avantageux. Le total électrique. Le total électrique, tout à fait. Vous, pas de mix? Pas de mix. Aujourd'hui, le mix pouvait être valable il y a encore une petite dizaine d'années quand il n'y avait pas d'offre électrique actuelle. Aujourd'hui, il y a une offre électrique qui est complète, on estime, à tous les prix, dans toutes les gammes. Donc c'est suffisant pour remplacer les véhicules thermiques. Les gens ont quand même tendance à trouver que c'est un peu trop cher encore. Effectivement, ça fait partie des autres questions que l'on peut avoir. Et là aussi, on est là pour les accompagner, pour leur démontrer que le véhicule électrique se réfléchit non pas sur l'achat, mais sur l'usage et sur sa durée de vie. Et c'est bien les coûts d'usage qui rendent le véhicule électrique plus intéressant financièrement, puisque au lieu de payer 10-12 euros le 100 km avec le véhicule thermique, on va plutôt être de l'ordre de 2-3 euros au 100 km. Et comment ça se passe avec l'augmentation du coût de l'électricité? Alors forcément, le coût de l'électricité impacte les utilisateurs de véhicules électriques, mais de la même façon que le gasoil ou l'essence peuvent augmenter au fil du temps. Vous êtes Pascal Hureau, le président de Fauve, la Fédération française des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Pascal Hureau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire donc sur l'usage du véhicule électrique? On peut dire à la fois qu'il a beaucoup progressé depuis les tout débuts des pionniers qui s'étaient engagés il y a plus de 10 ans. Et puis on est aussi encore un peu au milieu du gué, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de croissance attendue dans les années qui viennent, avec un certain nombre de paramètres d'incertitude. Donc c'est important de bien être vigilant sur les quelques freins qui pourraient subsister. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme incertitude? Le fait que les prix sont encore relativement plus chers que pour un véhicule thermique et qu'il va falloir attendre à peu près 2030 pour arriver à des prix équivalents. Mais l'offre se diversifie beaucoup. Maintenant, on a pratiquement 200 modèles sur le terrain qui existent. Donc il y a le choix. Les utilisateurs ont le choix. Les utilisateurs ont aussi un petit peu encore des inquiétudes sur l'autonomie, sur le réseau de recharge, sur les moyens de paiement. C'est possible, la voiture électrique pour les particuliers dans son garage? Absolument. Bon, il y en a déjà qui le font. Alors d'autant plus quand on a une maison individuelle. Oui. Parce que c'est facile à ce moment-là de se mettre une prise de recharge chez soi, même une prise type Green Up, voyez, c'est-à-dire en fait comme une prise de courant normale mais un petit peu sécurisée, qui permet de se recharger la nuit tranquillement. Et ça coûte pas cher du tout. Pas besoin d'investir dans une grosse borne pour être à domicile. Il faut quand même investir parce que c'est un investissement de voiture électrique. Oui, si on regarde uniquement le prix de l'achat initial. Mais si on regarde l'entretien, pas du tout. Puisqu'en fait, on n'a quasiment pas de révision, on n'a quasiment pas d'entretien à faire à part changer les pneus de temps en temps. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que si vous raisonnez sur les 2, 3, 4 ans d'usage, à ce moment-là, vous voyez que ça revient finalement au même prix qu'un véhicule thermique. Ça se garde combien de temps une voiture électrique? Beaucoup plus qu'une voiture thermique, puisqu'en fait c'est très simple au niveau de la conception, il y a très peu d'usure, il n'y a pas de pièces en mouvement qui usent la voiture de l'intérieur,
comme on peut l'avoir dans un véhicule à essence ou diesel. Ce qui veut dire qu'on peut la garder 15 ans si on veut. Une batterie peut durer 300 000 km minimum. Est-ce que vous faites 50 000 km par an? Non. Donc vous voyez, vous pouvez la garder une dizaine d'années sans aucun problème. Effectivement, alors qu'aujourd'hui les véhicules thermiques, un véhicule thermique qui dépasse les 400 000 km, c'est un exploit. Aujourd'hui, les véhicules électriques à batterie sont prévus pour durer 2 millions de kilomètres, une seule batterie. Donc on comprend qu'effectivement, non seulement l'usage au quotidien est plus favorable financièrement, mais sur la durée, on va largement amortir le surcoût probable à l'achat. Oui, parce que quand je vous ai dit 300 000, c'était être très très conservateur et prudent par rapport à toutes les marques. Parce que vous avez quand même des différences de qualité d'une marque à l'autre. Voilà, et ben ça, voilà. Quand on a une Tesla, j'anticipais ma question. Voilà, quand on a une Tesla, en effet, la batterie, elle peut durer entre 500 000 et 1 million de kilomètres sans problème. On aura envie de changer la voiture avant que la batterie nous lâche. J'invite à me rejoindre sur scène l'organisateur de l'événement, Jean-Charles Aron-Schmitt. Merci d'être avec nous, président de la CCI, pour un mot d'ouverture. Vous êtes ce matin témoin de la naissance d'un gros bébé. Rimou, c'est une marque. La Seine-et-Marne est engagée dans la décarbonation depuis pas mal de temps. On est partenaire de la filière bio-méthane 77. On est surtout engagé dans la restructuration, par exemple, de la plateforme de Total Grand Puy. On est partenaire aussi sur le territoire des CC de Morin. On est partenaire interconsulaire. On est aussi engagé dans la stratégie de CCI France sur la décarbonation d'une manière très très forte. Donc c'est vraiment un enjeu qu'on a avec l'État et on souhaite vraiment apporter sur le territoire une aide aux entreprises. Vous savez, la Chambre de commerce a été, je le répète toujours, ça a été inventé par Henri IV. Henri IV s'est dit, à Marseille en 1560, j'ai des commerçants qui cherchent des solutions, j'ai des entrepreneurs qui cherchent des solutions, je mets des personnalités de l'État pour les aider, et on crée quelque chose qui est mixte, public, privé. Et donc je dirais que la Chambre de commerce c'est quelque chose de très moderne dans sa fonction, puisqu'on a le préfet à nos côtés, et donc on peut essayer de faire évoluer les choses. Voilà, donc c'est vraiment ça, et il s'est trouvé qu'on a rencontré l'association Fauve, je salue Pascal Hureau, son président, qui était sur la Ferté-Gaucher, circuit qui avait aussi, à l'époque, qui n'avait pas trouvé de repreneur. Et on s'est dit, pourquoi pas faire vraiment une journée professionnelle d'échange avec des tables rondes ici le vendredi, ce vendredi, pour lancer vraiment l'opération. Et puis aussi ouvrir au grand public sur le circuit de la Ferté-Gaucher demain et après-demain, pour apporter des solutions et faire vivre au grand public aussi des solutions, parce que le grand public, moi je viens d'automobile aussi, le grand public c'est un monde qui est quelquefois un peu perdu par rapport à toutes les nouvelles solutions techniques et tout ce qu'on peut apporter. Donc voilà, Pascal, ceci très honnêtement, merci aussi pour tout le travail qu'on a fait ensemble pour lancer ce premier bébé, qui va être un bébé qui va grandir, puisque la marque nous appartenant, nous voulons aussi la développer au travers d'une plateforme, et que ça soit aussi un lieu, une caisse de résonance pour tout ce qui est mobilité décarbonée et puis aussi tout ce qui est nouvelles solutions. Je propose de rester avec nous et on accueille tout de suite François Gémen, donc spécialiste des questions d'environnement, de géopolitique de l'environnement, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme et membre du GIEC, comme l'a dit le président Aron-Schmitt, membre fondateur de l'Alliance pour la décarbonation de la route. Merci. Donc, première question, on le sait, François Gémen, en France, le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre est celui des transports. Il représente 31% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Le sujet de la mobilité, François Gémen, est-ce qu'il représente l'un des principaux enjeux dans notre défi climatique? Je dirais que c'est davantage que l'un des principaux enjeux. C'est le principal enjeu, c'est le principal poste d'émission de gaz à effet de serre en France. Et c'est aussi, il faut le dire, un des postes sur lesquels on a le plus de mal pour le moment à réduire les émissions. On a eu les nouveaux chiffres qui ont été dévoilés par le CEPA il y a 2 jours, qui sont, franchement, il faut le dire, très encourageants, puisque la France a baissé l'an dernier ses émissions de 5,8%, c'est-à-dire qu'on est presque à moins 6%, ce qui était l'objectif qu'on s'est fixé. Donc vraiment, on y est presque. Il y a des grosses baisses d'émissions dans l'énergie, moins 14%, des grosses baisses d'émissions dans l'industrie, moins 9%, et c'est vraiment remarquable. Et il y a pour la première fois une petite baisse d'émissions dans les transports, moins 3,4%. Il faut savoir que lors des dernières années, les transports, c'était quasiment ce qui empêchait la France de faire mieux, parce que c'était
un secteur dont les émissions continuaient à augmenter continuellement. Là, je dirais peut-être pour une des premières fois, après le Covid évidemment, on voit vraiment une baisse sensible qui est amorcée dans le secteur des transports, donc c'est très très encourageant, mais c'est vraiment dans le secteur des transports qu'il va falloir faire, je dirais, les plus gros efforts, qu'il va falloir avoir l'action la plus marquée, et c'est pour ça vraiment que c'est tellement important d'avoir un salon comme WeMove et de pouvoir offrir des solutions de mobilité à tous les usagers, notamment de la route, parce que la route c'est évidemment le premier poste d'émission dans les transports. Et si les émissions des transports avaient tendance à augmenter jusque-là, c'est évidemment parce que nos besoins de mobilité augmentaient aussi continuellement. Et on sait que ces besoins de mobilité vont continuer à augmenter dans le futur. Et donc nous avons deux solutions. Soit restreindre la mobilité, mais je crois que ce n'est pas une solution de rester cloîtré chacun chez soi et que ça ne va pas non plus nous aider pour la transition, soit de décarboner la mobilité. Et c'est, je crois, vraiment dans cette voie qu'il faut qu'on s'engage, mais il faut qu'on s'y engage sous l'angle des solutions. Je crois que trop souvent, quand on a essayé de faire baisser les émissions du secteur de la mobilité, singulièrement de l'automobile, c'était avec des interdictions, des limitations, des mesures qui allaient être parfois très symboliques et donc très clivantes pour la population, plutôt que d'aborder le sujet sous l'angle des solutions. Et je crois vraiment que c'est si on l'aborde sous l'angle des solutions qu'on va parvenir à réussir ce défi ensemble. Alors ce défi, vous avez choisi, Jean-Charles Rocheville, de le mener ici, parce que ce défi est particulièrement important en Seine-et-Marne. On le rappelle, c'est la moitié de l'Île-de-France, et la question de la mobilité, elle est cruciale pour tout le monde, donc il faut réussir cette mobilité décarbonée ici. Je vais répondre à cette question, mais je voulais juste appuyer directement ce qui a été dit, parce que c'est encourageant d'avoir des chiffres qui progressent, et c'est encourageant de les dire, parce que ça encourage tout le monde à participer à cet effort commun. Alors, sur la Seine-et-Marne, c'est important, d'abord c'est le 3e département le plus jeune en France, donc c'est quelque chose qui est très important pour la décarbonation et la génération future, qui est très engagée dans cet effort de décarbonation. C'est une superficie qui est de 6000 km² quand même, la Seine-et-Marne, c'est le plus grand département d'Île-de-France, donc c'est pas rien. Et puis vous avez un nombre d'entreprises qui est phénoménal, qui progresse chaque année. On a plus de 1000 entreprises qui sont arrivées cette année en plus sur le secteur, donc c'est absolument très important. Et puis il y a un effet en Seine-et-Marne qui est très important, que vous vivez tous, que vous avez vécu ce matin, c'est un effet pendulaire, c'est-à-dire que vous avez deux grandes villes nouvelles qui sont Marne-la-Vallée et puis Melun-Sénart, et puis vous avez des grands pôles comme Val d'Europe. Vous savez que Val d'Europe a quand même dépassé Las Vegas en nombre de visiteurs uniques l'année dernière. Christophe Girard qui était là, il s'en réjouit, mais c'est le patron d'immobilier de Disney. C'est très important d'agir. Et puis la Chambre de commerce, vous savez, on est très présent dans tout ce qui est aménagement, dans tout ce qui est lecture, par exemple, sur le SDRIF, qui met en place l'organisation sur l'Île-de-France et autres. On a vraiment notre mot à dire. Donc on est vraiment en amont, et donc on peut faire pas mal de choses aussi qui permettent de développer à la fois la vie durable et la mobilité. Face à l'ampleur de l'enjeu, on voit que les décisions qui sont prises en Europe et en France ne passent pas toujours très bien. Je pense aux ZFE, à la fin lancée des véhicules diesel à peu près en 2030 ou des véhicules thermiques en 2035 en Europe. Il faut le faire, mais ça suscite évidemment des réactions, donc ça peut être ressenti comme une atteinte à ces libertés. Aujourd'hui, on voit bien un peu le mouvement de ressac politique, on voit bien que c'est parfois ressenti comme une contrainte qu'on va s'imposer, comme un boulet qu'on va se mettre au pied, comme des restrictions à la liberté individuelle, à la liberté de mouvement notamment. Parfois aussi, il faut pouvoir le dire, comme des idées un peu de nantis urbains qui vont vouloir régenter la vie des pauvres, parfois comme des politiques décidées par des gens comme moi, qui habitent en plein centre-ville et qui n'ont pas de voiture et qui ne réalisent pas que beaucoup de gens ont besoin de leur voiture au quotidien pour leurs déplacements, parce qu'il n'y a pas toujours de pistes cyclables, parce qu'il n'y a pas toujours de transport en commun. Et donc, je crois qu'il faut absolument casser cette logique-là. Et la meilleure manière, à mon sens, de la casser, c'est de montrer à tous quel est leur intérêt à agir. Et je crois qu'on doit complètement renverser la logique de communication qu'on a aujourd'hui adoptée sur le changement climatique, où en fait jusqu'ici on n'arrête pas de parler aux gens des risques qui sont associés à l'inaction. On leur dit voilà toutes les choses terribles qui vont se passer si on ne fait rien. Mais jamais on ne leur parle des bénéfices et des intérêts qu'ils peuvent trouver à agir. Et dans le cadre de la mobilité décarbonée, on le voit bien évidemment,
On voit bien que c'est des économies à la pompe pour les véhicules électriques ou pour des véhicules qui roulent aux agrocarburants. On voit bien que c'est la possibilité, si on pense à des solutions de covoiturage ou de report modal, d'avoir des transports plus efficaces. On voit bien que c'est la possibilité aussi d'avoir des routes mieux entretenues, mieux adaptées aux impacts du changement climatique. Et que donc en réalité, une mobilité décarbonée, c'est une mobilité qui est plus efficace, qui est moins coûteuse, qui est plus rapide, plus confortable pour les gens. Et je crois qu'il faut vraiment mettre en avant ces solutions. Une anecdote que je raconte souvent, c'est comment Toyota est devenu leader du marché automobile aux États-Unis. Toyota est devenu leader du marché automobile aux États-Unis grâce à la Prius. Et le coup de génie marketing de Toyota, c'était de développer la Prius uniquement en modèle hybride. À l'époque, ses concurrents américains, Ford et GM, avaient aussi évidemment des voitures hybrides, sauf que le modèle n'était pas spécifique à la voiture hybride. En d'autres termes, il fallait soulever le capot pour voir si c'était une voiture thermique ou une voiture hybride. Et les Américains se sont rués sur la Prius parce qu'ils y trouvaient un bénéfice qu'on pourra trouver complètement superficiel et futile, mais ce que les Américains voulaient, c'était montrer à leurs collègues sur le parking de l'entreprise ou à leurs voisins dans la rue à quel point ils étaient vertueux. Ils voulaient montrer qu'ils roulaient en voiture hybride, qui était considérée comme une voiture moderne. Et avec les hybrides de GM ou de Ford, ils ne pouvaient pas faire ce qu'on appelle en marketing du virtue signaling, c'est-à-dire regardez comme je suis vertueux, parce que les collègues n'allaient pas évidemment ouvrir les capots sur le parking de l'entreprise, ni les voisins dans la rue. Et donc on voit très bien comment, en montrant aux gens l'intérêt qu'ils pouvaient y trouver, même si c'est un truc marketing futile et superficiel, on voit très bien comment on a amorcé ce passage. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut pouvoir dire, notamment sur la question des véhicules électriques, et on voit bien qu'il y a un petit tassement des ventes des véhicules électriques aujourd'hui, il faut pouvoir montrer les avantages de ce véhicule. Il faut pouvoir montrer à quel point ça va leur permettre des économies dans l'usage quotidien et à quel point cette voiture électrique est une solution de décarbonation. Et c'est là aussi où on a besoin aussi de la part des professionnels du secteur comme des chercheurs d'avoir une information très claire pour les consommateurs, parce qu'on a aujourd'hui énormément de désinformation, énormément de confusion. On lit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux, notamment j'ai lu tout et n'importe quoi sur le lithium et les batteries, et donc je crois qu'il y a un besoin d'information claire également. Donc voilà, donc il faut un nouveau récit, il faut un récit... Il faut un récit sur les bénéfices, les intérêts. Et il faut des mesures aussi. Est-ce qu'il y aurait des mesures fortes à prendre? Il y a plein de mesures fortes à prendre. Il y a d'abord, je crois, des mesures en termes d'infrastructures et d'équipements. Sur les stations de recharge, je pense notamment aux stations de recharge, soit dans les zones périphériques ou dans les zones urbaines. Je pense aux possibilités de charger son véhicule dans les logements collectifs également, et c'est un gros enjeu. Il y a évidemment des mesures à prendre, et là je crois qu'il y a vraiment un grand besoin de clarté sur les aides et les incitants. On a l'impression qu'on fait un truc, et puis qu'on est dépassé par la demande, qu'on arrête. C'est pas spécifiquement français. Les Allemands ont fait la même chose, parce qu'ils ont aussi été dépassés par leur succès, et que les budgets étaient vides au bout d'un temps. Donc il y a un grand besoin de clarté, je crois, sur ce sujet en termes de politique. Et puis, je crois qu'il y a besoin aussi de davantage de complémentarité entre les différents modes de transport. Je pense qu'il y a besoin d'une meilleure offre aussi de transport public. Il y a besoin de développer des lignes de covoiturage. Et donc, il y a vraiment la possibilité de faire énormément de choses pour décarboner la mobilité. Je ne veux pas non plus oublier la question du fret. La question des poids lourds, évidemment, c'est un gros enjeu. La question de l'électrification des poids lourds, c'est un autre gros enjeu. La question des poids lourds à l'hydrogène, c'est un gros enjeu. Et chaque fois là-bas, il va vraiment falloir, je crois, que les pouvoirs publics travaillent de concert avec les professionnels du secteur pour vraiment identifier quelles sont les mesures qui vont permettre de déployer ces solutions à grande échelle. Parce qu'aujourd'hui, les solutions, on les a. Vous allez les voir dans la salle à côté, vous allez les voir sur le parking. L'enjeu, c'est de voir comment on va les déployer à grande échelle. L'enjeu, c'est de voir quand on va faire des removes dans toutes les chambres de commerce et d'industrie de la France. Jean-Charles, oui, une réaction. Oui. Parce que là, le récit positif, il faut l'inventer, donc ça prend du temps, et vous pouvez y participer. Et puis, les mesures qu'on vient d'énoncer, par exemple. Alors, moi, j'aimerais juste, j'ai retrouvé des chiffres qui sont un petit peu anciens, mais quand même, sur la part des émissions sur les entreprises, il y a à peu près 2% agriculteurs, 12% industrie, 18% tertiaire, 31% transport routier. Donc, j'insiste sur le transport routier. Il faut savoir qu'une batterie dans un poids lourd, c'est 4 tonnes, à peu près.
Voilà, donc il y a vraiment des solutions. Donc je pense que les solutions je rajouterais par rapport à tout ce qui a été dit, sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est notamment le travail sur les énergies. Oui. Je pense que c'est pour ça qu'on s'est associé avec FO, je pense que c'est très important, mais on veut aussi développer au travers de Remove toutes les énergies. Nous accompagnons aussi 3 pôles hydrogène, nous sommes aussi sur Roissy. Roissy, Guillaume Faury, qu'on a rencontré il y a 2 mois, nous a dit j'investis énormément aussi dans l'hydrogène, parce que pour les avions, ça a vraiment du sens. Donc ils sont en train de retravailler leurs avions, pour, comme il le dit, pour que mes petits-enfants soient fiers de voler dans un avion à hydrogène. Bon, donc tout ce travail, toute cette recherche, et je pense que la chose ça a été dit, mais je le dirais aussi au niveau des constructeurs et de la filière automobile, c'est que il faut arrêter d'avoir des réglementations qui changent de bout en bout. Il y a des acteurs économiques, il y a des poids lourds économiques, c'est à l'État de fixer ses règles, c'est à l'Europe de fixer ses règles, et après il faut laisser le temps aussi aux acteurs économiques de changer et d'évoluer vers ça, parce qu'ils sont tout à fait capables de trouver des bonnes solutions. Voilà, et Carlos Tavares a raison. Ce qui est intéressant, quand on regarde la position de Carlos Tavares, qui est quand même un très très gros patron de l'automobile, Tavares a longtemps combattu l'idée de l'interdiction de vente des voitures thermiques sur le continent européen en 2035. Et puis, c'était voté, et donc Tavares s'y est fait, a dit voilà, on va changer les chaînes de production Stellantis, on va investir dans de nouveaux modèles, on va former le personnel. Et évidemment, quand vous êtes à la tête d'un groupe comme Stellantis, c'est des investissements considérables, je n'ai pas les montants, mais je n'ose même pas imaginer le montant des investissements. Et puis vous avez maintenant la Commission européenne qui veut dire ah oui, finalement on va faire des exceptions, finalement on va peut-être retarder de 2 ans ou de 3 ans. Et maintenant vous avez Tavares qui dit mais attendez, est-ce que vous réalisez le montant des investissements que j'ai consentis, c'est pas pour aller changer les règles 2 ans après qu'elles ont été votées. Et donc si on veut vraiment engager la transition et réaliser les investissements considérables que ça représente, non seulement les investissements financiers sur les chaînes de production, sur les processus industriels, mais aussi dans la formation du personnel, dans la formation des étudiants, on a besoin de signaux clairs et de long terme, on a besoin de fixer un cap. C'est pour ça que ces élections européennes seront très importantes pour maintenir le cap. Et je dirais, toutes les hésitations, tous les zigzags, tous les 2 pas en avant, 3 pas en arrière qu'on va pouvoir faire politiquement, risque de tuer la transition, parce que le risque, c'est l'immobilisme, c'est qu'on attende d'avoir des signaux clairs qui ne viennent jamais. Puis je dirais, Macron a fait un discours sur l'Europe qui était assez intéressant, mais il y a aussi une question d'énergie, de choix énergétique. C'est-à-dire que ça aussi, ça joue beaucoup dans la stratégie future. Donc aussi, tout ça, ça se mélange. Il y a aussi beaucoup de lobbies, on parlait d'Europe, il y a aussi beaucoup de lobbies qui agissent dans tous les sens. Donc c'est vraiment, il faut que le cap il soit clair, il soit affirmé, qu'on n'y bouge pas. Voilà, parce qu'on en parlera dans une des tables rondes. Le bio-GNV, par exemple, il y a des signaux très contradictoires de la part de l'Europe qui va l'interdire pour les véhicules utilitaires, mais enfin pour les véhicules particuliers, pardon, mais quid des véhicules des utilitaires, des poids lourds, cette question. Et pourtant, on a des professionnels qui s'équipent, qui sont très contents de cette énergie. Bien sûr, et on a aussi une grande incompréhension, évidemment, des particuliers qui vont dire, mais attendez, comment c'est possible que ça soit interdit pour tel type de véhicule, ou autorisé pour tel autre type de véhicule? C'est quoi la différence? Donc vous attendez de la clarté de la part des pouvoirs publics, mais aussi peut-être des aides ou pas. Je prends l'exemple de la prime pour un véhicule électrique, ce fameux leasing, bon, qui a été arrêté assez rapidement parce qu'il n'y avait plus d'argent. Mais ils auraient pu s'en douter, récemment. C'est-à-dire que je suis plutôt favorable. Je pense que un gros enjeu sur la question des véhicules électriques aujourd'hui, c'est la question de leur accès auprès des catégories les plus précaires de la population. Sinon, ça me donne l'impression que les riches peuvent rouler dans des voitures électriques et donc avec une mobilité décarbonée, et que les pauvres n'auront d'autre choix que de rouler dans des vieilles voitures diesel antédiluviennes qui vont être très polluantes, qui vont être soumises à une fiscalité de plus en plus lourde, à des interdictions de plus en plus fortes, et qui vont en plus devoir porter le poids moral de la culpabilité de se dire, lorsque je roule, je pollue. On voit bien qu'on ne va pas parvenir à avoir une vraie transition climatique et énergétique si on n'a pas aussi un volet social qui permet naturellement de rendre les véhicules électriques accessibles aussi aux catégories les plus précaires de la population, parce que la réalité c'est que tout le monde n'a pas la possibilité de mettre l'investissement de départ pour un véhicule électrique. Et donc c'est pour ça que les mesures de leasing social sont des bonnes mesures, c'est aussi pour ça qu'il y a urgence à développer le plus vite possible un marché de location sur les véhicules électriques, et c'est pour ça que la question des
flotte d'entreprises, des loueurs de voitures, etc., est tellement importante parce qu'on sait que c'est les flottes d'entreprises qui vont souvent créer le marché d'occasion. Voilà, donc il faut aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui la transition juste. Absolument. C'est pas juste une question, je dirais, de grands principes moraux et de dire il faut s'occuper des plus précaires, etc. C'est aussi tout simplement, très pragmatiquement, une question d'efficacité de la transition. Oui, justement, on est en pleine transition, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Voilà, il faut vraiment y aller. Puis sur la notion des prix, ce qui joue sur les prix, c'est aussi le volume. C'est qu'à partir du moment où vous passez d'une filière thermique à une filière électrique ou à d'autres, je vois l'hydrogène, toutes les recherches qui sont à l'heure actuelle sur l'hydrogène, c'est pas simple encore. On parle de différents hydrogènes, il y a vraiment plein de choses. On parle de la mécanisation, on accompagne aussi le monde agricole dans le problème de la mécanisation. C'est exactement le même problème. Donc voilà, toutes ces énergies-là, c'est vraiment l'important, c'est d'avoir ce cap clair, ce non-changement, de laisser des gens qui sont vraiment professionnels travailler sur ce secteur-là, et puis d'accompagner. Nous, on accompagne aussi par rapport au SRIF, je parlais du SRIF tout à l'heure, mais tout ce qui est politique sur l'aménagement du territoire est aussi très important, parce que derrière le véhicule, il y a aussi une route, il y a des aménagements, il y a tout le pôle multipolaire qui se passe avec Valérie Pécresse sur la région. J'ai discuté avec Valérie Pécresse il y a 2 semaines, je lui demandais aussi ses innovations en termes de mobilité. Elle me disait, on commence à travailler sur du covoiturage linéaire, c'est-à-dire qu'on connaît tous des boîtes que vous verrez demain, Blablacar et Chaos, mais l'idée c'est de faire aussi un covoiturage linéaire d'un point à un autre. C'est-à-dire que le covoiturage peut devenir une forme de transport collectif. Et ça, c'est aussi une révolution copernicienne, c'est-à-dire que demain, la voiture peut devenir une forme de transport public. Voilà, sortir de l'autosolisme. Alors, il y a aussi, sur la question du prix des voitures, il y a aussi une responsabilité des constructeurs. Pendant longtemps, il faut le dire, en termes de voitures électriques, on a sorti des voitures très haut de gamme, des SUV qui étaient aussi très lourds. J'ai l'impression que peu à peu, les constructeurs, notamment les constructeurs français, réalisent qu'il y a un marché pour des voitures plus petites, plus urbaines. Renault vient de sortir la R5, que je n'ai pas encore vue, mais qui a vraiment de refus dithyrambique dans toute la presse spécialisée. Je sais que Peugeot va remettre sur le marché une nouvelle version de la Peugeot 205. Et donc on voit bien à quel point l'électrique va donner aussi une seconde vie à des modèles de voitures françaises qui étaient emblématiques et qui sont aussi inscrits dans la culture populaire. Et pour terminer, je rajouterai, parce que je m'en suis bien occupé au niveau européen, c'est que la voiture, elle devient un téléphone sur 4 roues. Donc il y a aussi toute la problématique des data, c'est que une voiture va être connectée au feu rouge, va être connectée à un piéton, va être connectée à un véhicule ambulance. Tout à l'heure, on aura quelques expériences avec Tesla, mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment, c'est de montrer que ce véhicule, il va donner énormément de données, et que ces données vont être aussi très intéressantes pour mieux décarboner. Et l'exemple du smartphone est un très bon exemple, puisqu'on peut faire des mises à jour de sa voiture. On en parlera dans une table ronde consacrée. Je rebondis et je dévie complètement du conducteur qu'on avait conduit ensemble. On a aujourd'hui un grand débat sur les batteries des voitures électriques. Et j'entends dans plein de milieux écologistes des préoccupations tout à fait légitimes sur les terres rares, les métaux critiques qu'il faut pour les batteries, les questions de recyclage, les questions du poids des batteries, on a une batterie de 4 tonnes dans des poids lourds. J'entends tout ça. Mais je me souviens aussi du moment où les téléphones portables sont apparus. Les premiers téléphones portables au milieu des années 90, sincèrement, n'avaient de portable que de nom. Ils pesaient 3 kilos, vous deviez les transporter dans une mallette, vous deviez les recharger toutes les heures parce qu'ils étaient chargés tout de suite, et vous ne pouviez faire que téléphoner. Regardons le progrès que nous avons accompli en 20 ans sur les téléphones portables, qui sont aujourd'hui sur des smartphones ultra miniaturisés, qu'on peut maintenant recycler. Il y a des vraies filières de réemploi et de recyclage des téléphones. Les batteries sont devenues beaucoup plus petites et beaucoup plus légères et beaucoup plus performantes. Bien sûr, nous allons avoir ces progrès technologiques aussi sur les batteries automobiles. À quel point est-ce que j'ai parfois l'impression qu'il y en a qui souhaitent l'échec de la transition en insistant en permanence sur les défauts et les imperfections de tout ce qui commence à ressembler au début d'une solution, sans voir les possibilités d'amélioration, les possibilités de progrès, non seulement de progrès technologique, mais aussi de progrès social que ces technologies peuvent faire. On voit bien que le sujet est extrêmement complexe. Je vais prendre un autre exemple. C'est tous les intempéries que l'on vit ces dernières années, qui se multiplient, qui sont de plus en plus intenses. Ça va poser aussi un souci dans notre gestion de notre mobilité demain. Bien sûr, parce qu'on a des infrastructures qui aujourd'hui ne sont pas encore très résilientes
aux impacts du changement climatique. Je prends une des infrastructures les plus chères de France, la nouvelle route qui a été inaugurée l'an dernier ou il y a 2 ans à l'île de la Réunion. Elle est très très belle. Elle a coûté très très cher. C'est la route la plus chère de France au kilomètre, mais c'est une route qui est aussi très exposée aux impacts du changement climatique, aux risques de submersion, de tempêtes, etc. Et on voit bien à quel point la route est un élément indispensable de cohésion sociale et de cohésion territoriale. On voit à quel point tout a tendance à s'arrêter dès qu'une route, même secondaire, est coupée. Et donc il va falloir aussi vraiment transformer nos infrastructures, à la fois pour qu'elles soient mieux adaptées à résister aux impacts du changement climatique, mais à la fois aussi pour qu'elles permettent la mobilité décarbonée. Il y a aujourd'hui toute une série d'équipements et d'infrastructures qui ne sont pas encore présents sur les routes et qui doivent l'être pour permettre la mobilité décarbonée. On parlait des lignes de covoiturage linéaire, eh bien, il faut des arrêts, il faut des endroits où les gens peuvent attendre la voiture, il faut des stations de chargement électrique sur les routes, y compris sur les routes plus secondaires et dans les milieux ruraux. Il va falloir aussi transformer nos aires d'autoroute. Il est certain que si les gens s'arrêtent pour recharger leur voiture électrique, ça va prendre un peu plus de temps, effectivement, que 2 ou 3 minutes pour faire le plein d'essence. Et donc ça veut dire qu'il va falloir trouver aussi des activités, à faire des activités pour les enfants. On peut imaginer désormais mettre sur des aires d'autoroute des brasseries ou des restaurants un peu plus qualitatifs que les fast-foods qu'on y trouve, parce que les gens vont avoir une demi-heure ou 45 minutes à passer au restaurant. Et donc il y a plein d'innovations qu'on va pouvoir trouver. Autre exemple, sur les aires d'autoroute, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas mettre des stations de location de voitures? On sait ce qui entraîne l'autosolisme et ce qui est un frein au covoiturage, c'est parfois les derniers kilomètres, que évidemment on ne va pas tous exactement à la même destination. Mais il y a 85 ou 90% du trajet qu'on peut faire ensemble sur l'autoroute, et puis votre voiture vous dépose sur l'aire d'autoroute, et là vous louez une petite voiture, par exemple une petite voiture électrique, pour faire les derniers kilomètres. Et donc on a vraiment cette nécessité d'adapter nos infrastructures, à la fois pour permettre de décarboner les usages, et pour permettre d'adapter les infrastructures aux impacts du changement climatique. Mais pour ça, évidemment, ça requiert des investissements. On peut même aller un peu plus loin, c'est que la route peut être aussi un facteur de recharge d'énergie. Absolument. Voilà. Ça, c'est encore l'étape d'après. C'est l'étape d'après, mais qui est vraiment très intéressante. Il y a entre nos gens, sur je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est départemental, à côté de la 4, là. Il y avait un projet, et moi j'ai visité le village Gustave Eiffel qui réfléchit vraiment à toutes la voiture dans la ville, et c'est vrai que le dernier kilomètre, il est très très important. Nicolas a un projet qui s'appelle Wetway, et on essaie de recharger la voiture sur l'autoroute. Donc ça veut dire aussi que nos infrastructures, vu qu'on va l'amener à les repenser, il faut y intégrer des objets connectés. Absolument, et ça veut dire aussi qu'il faut une direction européenne très claire en la matière. Parce que bien entendu, si je prends l'exemple des Allemands, et on aime bien parfois regarder un peu les Allemands, mais les Allemands réfléchissent au même type de solution, ils réfléchissent plutôt avec des caténaires. Alors, les deux sont possibles, évidemment, chacun a ses avantages et ses inconvénients, mais le problème, évidemment, c'est que les poids lourds, ils ne vont pas s'arrêter à la frontière et changer de camion s'ils passent la frontière du côté de Strasbourg. Et donc, il va bien falloir qu'on ait un système unifié sur l'ensemble des autoroutes européennes, et c'est là encore, il va falloir que l'Europe vraiment se saisisse de la question et définisse une stratégie très très claire. Et c'est aussi pour ça, et je crois que c'est parfois une responsabilité qu'on a tous collectivement, on a parfois tendance à taper un peu sur l'Europe et à brocarder les bureaucrates de Bruxelles, etc. La réalité, c'est qu'on a besoin de l'Europe sur ces sujets, qu'on va avoir besoin d'une direction claire européenne, parce que si chaque pays travaille dans son coin, on voit bien que les routes ne s'arrêtent pas à la frontière de quelqu'un. Et puis, je dirais, ce qu'il faut, c'est surtout qu'au niveau européen, on ait cette politique à la fois énergétique, mais il faut surtout qu'on ait des investissements lourds, parce que quand on voit que les États-Unis investissent 240 milliards sur l'évolution énergétique, que nous on investit 6 milliards, voilà. Donc on a vraiment, voilà, il faut vraiment se lancer. Guillaume Fauré, j'étais l'autre jour, il dit vraiment les Américains, quand ils ont vraiment une direction à prendre, ils investissent massivement. Et donc nous, il faut qu'on se libère, qu'il n'y ait pas trop de normes. Nous réglementons massivement. Voilà, il faut arrêter les normes, il faut vraiment y aller et avoir cet objectif. Parce que derrière, il y a des emplois aussi, hein. Il ne faut pas oublier toute la partie d'emploi. Ça va impacter, j'ai calculé qu'il y a à peu près 150 000 emplois qui risquent d'être très très impactés
par ces nouvelles filières dans les dernières années. Donc des enjeux d'emploi et pour les chambres de commerce, des enjeux de formation de fait. Oui, tout à fait. Donc nous, on a très envie aussi, au niveau des chambres et de la chambre de commerce de Seine-et-Marne, on a très envie aussi d'aller chercher des partenaires qui sont très importants. Vous avez cité la nouvelle initiative de Veolia sur École Academia, vous avez le campus d'EDF, ils sont ici présents, mais voilà, donc je pense que c'est Gustave Eiffel avec qui on a déjà un partenariat. Voilà, je pense qu'il faut vraiment élargir, il faut vraiment partager les bonnes idées et puis vraiment avancer. Je dis, la transformation écologique, ça va impacter 8 millions d'emplois en France. Voilà, donc il faut voir ces chiffres-là quand même et se dire on y va tous ensemble. Une dernière question avant de vous inviter à réagir et puis à intervenir, poser vos questions, remonter vos remarques à François Gemel pour profiter de son expertise. Une dernière question sur l'avenir de mobilité. Est-ce qu'on sera demain sur du 100% électrique? Parce que là, on sent vraiment un lobby très fort qui pousse sur l'électrique. Ou est-ce qu'on sera sur un mix énergétique? Ou est-ce que ce mix, c'est un mix de transition? Je pense qu'on ira de plus en plus vers un mix énergétique selon les différents usages, selon les différents types de véhicules aussi. Et je crois que c'est une richesse d'avoir effectivement ce mix à la fois énergétique pour les carburants des véhicules, mais également dans les types de véhicules qu'on va utiliser. La réalité, c'est qu'on va souvent opposer vélo, voiture ou transport public. La réalité, c'est que beaucoup de gens qui ont une voiture peuvent aussi faire du vélo et prennent aussi les transports publics. Et que de plus en plus, je crois, l'enjeu, ça va être de permettre que nous utilisions différents types de transports pour aller vers la solution la moins carbonée possible, qui sera aussi la plus efficace possible. Moi, j'habite à Paris, par exemple, et donc je ne possède pas de voiture, mais j'ai un usage occasionnel de la voiture. Et donc je suis un client, je vais faire de la publicité, d'une entreprise de location de voiture qui s'appelle GetAround, et qui vous permet littéralement de trouver une voiture en bas de chez vous quand vous en avez besoin. C'est, je crois, vers ce type d'usage de voitures partagées qu'il va falloir aller de plus en plus, et vraiment, n'opposons pas entre les différents types de mobilité, parce qu'on aura besoin de la combinaison et de cette multimodalité, précisément pour décarboner la mobilité dans son ensemble. Et ça peut avoir un intérêt aussi en termes économiques pour le consommateur. Plus il y aura d'énergie disponible, plus on peut espérer qu'il n'y ait pas un monopole et des prix galopants. Bien sûr. Et plus on aura de constructeurs, plus on aura d'entreprises dans ce secteur, plus on aura de concurrence et plus ça sera évidemment à l'avantage du consommateur. Oui, juste rajouter par rapport à ce qui était dit, c'est qu'on rentre dans une ère aussi d'économie servicielle, et que l'économie servicielle, c'est la notion d'usage, c'est-à-dire qu'on doit être vraiment satisfait du service, et effectivement, une voiture, si on rentre dans ce schéma-là, effectivement, l'idée c'est qu'il y ait une voiture à l'heure idoine, qu'on soit vraiment satisfait, et on développe autour de ce service de nouvelles activités qui sont très rentables. Donc la donnée automobile est très importante. Très bien, on est face à un monde qui change, on va en parler toutes et tous ensemble, donc on vous invite à réagir, à poser vos questions, n'hésitez pas à lever la main, donc je ne sais pas si on a un petit micro qui se balade, sinon je vais venir avec vous avec ce micro. Voilà, bonjour, je vous invite à vous présenter. Bonjour, Laurent Gall, je suis transporteur, voisin d'ici. Je vais faire un très rapide commentaire et ensuite une question. Sur le commentaire, vous avez parlé des téléphones portables dans les années 90 et aujourd'hui. Je vais vous faire remarquer deux choses. C'est que d'abord, ils ne sont toujours pas recyclables. Et la deuxième chose, c'est qu'on utilise beaucoup plus de matériaux pour les téléphones d'aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup plus, même s'ils sont beaucoup plus miniatures. Et donc, pour moi, ce n'est pas un bon exemple d'évolution de la technologie. Et ma question est autre chose. Vous parlez beaucoup de faire le même transport, mais avec d'autres technologies. Vous avez évoqué le covoiturage, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension réduction des transports, que ce soit des personnes ou des matières, qui est aussi importante que le fait de changer de carburant? Alors, je vais défendre mon exemple des téléphones portables d'abord. Effectivement, et c'est là où je pense que l'exemple des téléphones portables est comparable et lié à votre seconde question, parce qu'effectivement, ce qui fait qu'effectivement les téléphones utilisent de plus en plus de matériaux, c'est aussi le fait qu'il y en a de plus en plus. Et que bien entendu, lorsqu'il a fallu par exemple équiper les pays du Sud en téléphonie, les pays du Sud sont souvent passés directement à l'étape téléphone portable, sans passer par l'étape téléphonie fixe. Cela étant, même le reconditionnement de téléphone,
il y a encore 5 ou 10 ans, était complètement balbutiant, et aujourd'hui on voit bien que c'est un marché, notamment black market, on voit bien que c'est un marché qui commence à gagner des galons et de plus en plus d'utilisateurs. Sur la question de la réduction de la mobilité, attention à ne pas avoir une vision de cela trop occidentale. C'est-à-dire que, bien entendu, et je pense notamment au transport des marchandises, il y a bien entendu une nécessité pour nous d'avoir une relocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles, de production agricole notamment, et on voit bien parfois un peu l'absurdité de produits qui sont cultivés ici, conditionnés ailleurs, marketés sur un 3e continent et puis revendus sur un 4e continent, et qui vont faire des milliers de kilomètres avant d'arriver dans la main du consommateur, alors que potentiellement ils ont été produits à quelques centaines de kilomètres de là à peine. Mais d'un autre côté, je crois qu'au niveau mondial, et c'est important de conserver cette idée du niveau mondial, on va avoir des besoins de mobilité qui vont aller croissant, notamment du fait qu'on va avoir un développement de pays qui étaient jusqu'ici très pauvres, où il va y avoir l'apparition de classes moyennes et de classes supérieures qui vont avoir des besoins de mobilité de plus en plus grands. Et donc, pragmatiquement, quand on regarde l'évolution des choses au niveau mondial, les besoins de mobilité ont tendance à aller croissant. Et c'est là, je crois, il faut se dire que les solutions de décarbonation de la mobilité qu'on va pouvoir trouver en France ou globalement en Occident, il va falloir voir aussi comment nous allons pouvoir les déployer ailleurs, et notamment dans les pays du Sud. Et la question des véhicules électriques, c'est un gros enjeu, par exemple, pour les pays du Sud, en sachant qu'il y a certains pays où potentiellement les biocarburants vont être beaucoup plus avantageux parce qu'ils vont avoir la matière de production des biocarburants qu'on n'a pas toujours en Occident. Dans d'autres pays, par contre, les véhicules électriques vont s'imposer. Merci pour votre question. On prend un nouvel échange. Bonjour. Bonjour, Yann Viguier de l'AITF, l'association des chargeurs et donneurs d'ordre en matière de transport, clients des transporteurs. Oui, je voulais rebondir sur la remarque de Laurent Gall. On se rappelle tous, pour les plus anciens, des Radiocom 2000 ne quittaient pas, il fallait appuyer la touche 1, 2, c'était une valise qui ne quittait pas la moitié au niveau des anciens téléphones portables, la technologie a évolué. Je voulais compléter, on est vraiment sur la décarbonation de la mobilité et de la route. Et en tant que président de l'Alliance de la décarbonation de la route, je comprends bien cette problématique-là, mais quand même, y a-t-il pas des opportunités d'aller plus loin, et notamment dans le report modal et dans la massification des flux, pour sortir un certain nombre de flux, justement, de la route? La route, aujourd'hui, c'est 85% de part modale en France, même pas 10 pour le faire, à peine 3, même 2 maintenant pour le fluvial, alors que l'Allemagne ou d'autres pays aussi développés que nous, on départ à 2 chiffres. Et décarboner la route, c'est une chose, mais si on veut avancer dans la transition énergétique, il y a peut-être, notamment, je pense à un programme porté par l'ADEME, qui s'appelle Remove aussi, report modal avec un seul O, et non pas 2 O comme aujourd'hui, mais il y a peut-être des alternatives à développer pour utiliser d'autres modes que la route, qui est notamment en Île-de-France assez congestionnée et saturée. Évidemment. Et très clairement, le report modal est une solution de décarbonation de la route. C'est pour ça que dans l'Alliance pour la décarbonation de la route, on a la SNCF par exemple, parce que évidemment, il va y avoir une grosse question de report modal et aussi de complémentarité des modes de transport entre le train et la route. Je pense notamment au transport de fret. Idem sur le transport fluvial. On sait que dans d'autres pays, le transport de fret sur les voies d'eau est beaucoup plus avancé qu'en France. On a énormément de progrès à faire là aussi. Idem sur la question du vélo, et une des premières notes qu'on va publier, c'est sur la question du développement de l'usage du vélo hors des zones urbaines, parce que très souvent on a concentré la construction d'infrastructures cyclables, de pistes cyclables notamment, dans les centres urbains, et on n'a pas du tout suffisamment pensé aux connexions entre les banlieues et les zones périurbaines et les centres urbains, alors que c'est là souvent que les gens n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture, et beaucoup voudraient pouvoir faire du vélo pour aller travailler, mais n'ont pas les équipements, n'ont pas l'infrastructure. Donc tout à fait, vraiment tout à fait d'accord avec ça, et c'est, je dis, aussi pour ça que, bien sûr, ça s'appelle décarbonation de la route, parce que, très clairement, c'est le premier poste d'émission, mais bien entendu, la manière de réduire les émissions, c'est aussi de sortir un certain nombre d'usages de la route, ou d'utiliser la route différemment. Les vélos roulent aussi sur les routes. Rajouter sur ce qui a été dit 2 exemples. Un exemple qui touche à Seine-et-Marne. Vous avez un axe Seine qui était Paris-Normandie. Depuis cette année, nous avons milité pour que la Seine-et-Marne soit dedans. Donc l'axe Seine commence même à partir de Montreux ça remonte jusqu'au Havre. Et on est dans un collectif qui finalement travaille, on travaille tous ensemble
pour essayer d'améliorer ces axes saines en termes de flux. La deuxième chose, je dirais sur les vélos, j'ai l'exemple de Madrid, et c'est là aussi il faut qu'on travaille aussi en termes de ville et d'expérience urbaine. Vous avez à Madrid, vous avez des bus qui sont passagers qui viennent de la banlieue, qui sont passagers au-dessus et avec les vélos en dessous. Voilà. Et ça marche très bien. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'exemples à aller chercher. Il faut être très pragmatique par rapport au territoire. Et là, c'est la notion de territoire qui compte. Merci pour cette question. Est-ce qu'on a d'autres remarques, d'autres questions? Monsieur, bonjour. Alors, bonjour, Saïd Mansouri, Société Powerise. Tout à l'heure, vous parliez des signaux contradictoires européens, mais en France aussi, j'ai l'impression qu'on a quelques signaux contradictoires. Reprenons l'exemple du leasing social. On avait annoncé 25 000 dossiers, il y en a eu 50 000 en 2 mois. On a eu un gros coup de rabot et une restriction des critères d'éligibilité à la prime à devenir. Le bonus écologique aussi qui a été réduit et pour les pros et pour les particuliers. Alors comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce qu'on a peur de perdre les taxes liées au carburant? D'abord, vous avez complètement raison pour dire que ce n'est pas une spécificité européenne et que malheureusement nous sommes touchés en France par le même mal comme dans d'autres pays d'Europe. Ce n'est pas une spécificité française. Je pense qu'il y a d'abord parfois certains problèmes de planification où toute une série de programmes ont été un peu dépassés par leur succès et je crois qu'il aurait fallu mieux anticiper ça pour mieux calibrer les budgets et les annonces qu'on a faites. Il y a un enjeu aussi qui est un enjeu fiscal, effectivement. On sait que la taxe sur les carburants rapporte beaucoup aux caisses de l'État et que parfois on a tendance à utiliser un peu ce levier dès qu'il manque 1 milliard ici ou dès qu'il manque 1 milliard là-bas. Et donc, je pense qu'il faut absolument arrêter aujourd'hui d'utiliser les outils de la transition pour essayer de combler des déficits budgétaires ici et là. Alors, ça nous concerne moins, mais la question de MaPrimeRénov', par exemple, est un bon exemple. On trouvait 10 milliards à combler, et donc on allait tailler dans MaPrimeRénov' 1 milliard ici, 1 milliard là-bas. Les professionnels du bâtiment sont évidemment vent debout contre ces annonces, parce que, évidemment, ça tue aussi dans l'œuf toute une série de démarches qu'ils avaient initiées de leur côté pour essayer de décarboner les bâtiments. Et puis, je crois aussi qu'il y a parfois une certaine forme de populisme, et donc à se dire, tiens, finalement, on va voir un peu comment l'opinion réagit, et dès qu'on va avoir un mouvement un peu de contestation, de protestation, on va faire marche arrière, on va zigzaguer, et je trouve, et c'est pas spécifique vraiment au domaine de la mobilité, c'est dans tous les domaines, que parfois les politiques de plus en plus ont tendance à être un peu guidées par les sondages, et à renoncer à leur vocation qui est aussi de guider et de former l'opinion et de tenir un cap. Dire aussi par rapport à ça, on a écrit un mémentum pour les élections européennes, là, au niveau des chambres, et je m'en suis occupé, et notamment on se bat pour éviter tout ce qui est transposition nationale, c'est-à-dire que tout ce qui est rajout national, qui sont liés soit à des lobbies politiques, soit à des lobbies tout simples, et qui font que les normes changent et ne cessent d'évoluer. Donc je crois qu'il faut vraiment passer le message, et c'est pour ça que les élections européennes sont importantes, il faut vraiment passer le message qu'il faut investir lourdement dans les secteurs stratégiques. On les voit bien, on les voit, donc il faut vraiment investir, quitte à perdre un peu, mais et que ce soit un effort européen et que tout le monde se mette d'accord autour de la table, pour, quitte à se répartir les tâches. Je veux dire, au niveau de l'armée militaire, ils commencent à y arriver, donc il faut vraiment y aller, quoi. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a... Oui, on y va, c'est parti. Est-ce que vous avez le micro? Allez-y, monsieur. Bonjour. Allez-y, on vous entend. Oui, merci. Bonjour, Christophe Debonne, président de l'association francilienne pour l'usage du véhicule électrique. Nous sommes membres de la Fédération Fauve. J'avais une question, je reviens sur les signaux contradictoires. J'entends beaucoup de gens qui disent moi je vais attendre pour changer mon véhicule parce qu'il y a l'hydrogène qui arrive ou il y a d'autres carburants alternatifs qui arrivent. Du coup, j'ai l'impression qu'on entretient un flou sur ces énergies. Et du coup, les gens tombent dans l'immobilisme. Plutôt que de changer tout de suite, ils vont attendre, ils vont peut-être même reprendre un thermique pendant encore 5, 10, 15 ans. Est-ce qu'il ne faudrait pas envoyer un signal clair en disant aujourd'hui sur telle mobilité, je pense au véhicule particulier, on va sur l'électrique ou sur une autre énergie s'il y a mieux, mais en tout cas, est-ce qu'il ne faudrait pas être plus clair dans nos discours à tous? Oui, je crois, et ce que j'observe aussi, c'est que parfois il y a un certain attentisme des consommateurs, pas seulement parce qu'ils sont je dirais, perturbés ou confus sur les différentes sources d'énergie, mais aussi sur les progrès technologiques des véhicules électriques. Il est certain que quand vous avez Toyota qui annonce une batterie avec une autonomie de 700 ou 750 km,
beaucoup se disent, ah bah tiens, si on a des batteries avec une autonomie de 700-750 km, peut-être que je vais encore attendre 1 an ou 2 que ces batteries se généralisent chez tous les constructeurs avant d'acheter mon véhicule électrique. Et le problème, évidemment, de retarder cet achat, c'est que d'une part, en attendant, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui vont être produites et qu'on aura du mal à récupérer, et que ça va aussi retarder l'apparition d'un marché de l'occasion. Et donc, effectivement, je pense qu'il y a des signaux clairs à envoyer, mais aussi sans doute de la part des professionnels du secteur. Ce n'est pas évidemment le gouvernement ou les chercheurs qui vont pouvoir envoyer ce type de signaux aux consommateurs. Je crois que c'est les professionnels du secteur qui doivent aussi avoir une communication assez claire sur où est-ce qu'on en est dans la technologie, quelles sont les possibilités de développement futur qu'on peut réalistement espérer. Et là, je crois que c'est aussi une responsabilité collective. La question des signaux est importante. L'un des signaux importants qu'attend le grand public, c'est le signal prix sur l'électrique. Oui, et puis le signal de l'usage. Je pense que les gens, ils recherchent... en fait, un client, c'est quelqu'un qui a un problème. Donc voilà, donc il faut répondre parfaitement au problème. Donc c'est vrai que le problème de l'autonomie est vraiment quelque chose qui est très important. Et on voit les progrès. Et donc voilà, donc, la question du prix est aussi quelque chose de très important. Et puis je crois que la question du véhicule d'occasion, on voit tellement de véhicules d'occasion très anciens qui roulent encore et qui polluent encore plus que les voitures thermiques actuelles. Donc là aussi, il y a un problème de reprise et de fluidité où on doit imposer les choses et puis que les gens passent directement à la nouvelle solution. Merci pour votre question. On a une autre remarque, une réaction, une interpellation, une question. Bonjour. J'avais une question. Bonjour, Gossé Gouali, Alterdiox. J'avais une question sur la capacité en fait de pouvoir fournir l'électricité ou le biocarburant. Et donc ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui était prévu géopolitiquement là-dessus. Et est-ce qu'on était en capacité de pouvoir en fait assumer un afflux massif en fait de nouveaux clients, que ce soit sur l'électrique ou le biocarburant, et qu'est-ce qui est prévu en fait pour les nouvelles sociétés, parce que nous on est une nouvelle société, qu'est-ce qui est prévu en termes d'accompagnement pour les nouvelles sociétés qui veulent se lancer dedans, et géopolitiquement ou j'ai envie de dire enfin matériellement, voilà. Alors je vous souhaite un sur les questions d'accompagnement pour les nouvelles sociétés. Peut-être sur les questions géopolitiques, il est certain qu'on va avoir des situations très différentes selon les pays. En France, ce n'est pas un gros problème aujourd'hui d'alimenter le parc automobile électrique. Pour d'autres pays qui ont encore un mix électrique très carboné, il est certain que le problème, c'est que si vous faites tourner des voitures électriques avec de l'électricité qui est produite à partir de charbon, il est certain que le bilan carbone n'est pas tout à fait optimal. En France, on a la chance d'avoir un mix électrique largement décarboné, ce qui rend évidemment la voiture électrique nettement préférable à une voiture thermique. Dans d'autres pays, il est certain que c'est pas tout à fait la même donne. D'où l'importance aussi de travailler en partenariat avec le secteur énergétique et de décarboner le mix énergétique au niveau mondial. Ça, c'est l'engagement qui a été pris à la COP28 et je crois que c'est un signal qui est très très fort. L'idée de dire on va arriver à 0 émission nette au niveau mondial en 2050, on va décarboner complètement le mix énergétique mondial, on va tripler les capacités des énergies renouvelables d'ici 2030. C'est des engagements et des signaux très clairs qui ont été donnés à l'industrie et aux investisseurs. Mais effectivement, c'est un gros enjeu. Et puis, il va aussi falloir revoir notre rapport à la voiture individuelle. C'est pour ça que des initiatives comme le covoiturage, des initiatives de report modal, de développement des transports publics vont être très importantes. Ce qu'on dit souvent, et c'est une maxime que j'aime bien, c'est que la voiture électrique, c'est sans doute le futur de la voiture, mais la voiture, c'est pas le futur des transports. Et moi, j'aimerais vous dire, simplement par rapport à la Chambre, c'est pour ça qu'on fait ce forum, c'est qu'on a aussi toute une équipe qui est derrière, voilà, qui est à votre disposition. Voilà, on a 2 experts qui sont vraiment dans le hall et je vais vous donner leur nom. Il y a Aurélie Sébastien et Elodie Lieu qui sont là. Elodie là, et voilà. Aurélie là-bas. Ben voilà, donc il faut vraiment le... Voilà. Donc, on est vraiment à votre disposition. C'est littéralement à 3 mètres l'un de l'autre. Voilà. Donc vous pouvez vraiment... voilà, on est là pour accompagner, c'est notre rôle en termes de chambre de commerce et d'industrie. J'aimerais simplement vous dire que dans le mot chambre de commerce et d'industrie, vous avez le mot commerce
et que si vous n'avez pas de mobilité dans le commerce, vous n'avez plus de commerce. Donc voilà. Et en plus, avec le monde multipolaire qui est en train d'arriver sur la région Île-de-France, il y a toute une stratégie à avoir en termes de mobilité, de nouvelles mobilités. On n'a pas les derniers kilomètres. Et c'est aussi à travailler avec les salariés. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est uniquement une décision, tiens, je vais passer ma flotte électrique. Donc je crois que c'est vraiment à travailler de manière globale. Donc on est vraiment à votre disposition pour ça. Il y a 2 experts, il y a toute une équipe derrière. Il y a Alain Beaumont qui est responsable du pôle entreprise. Voilà, donc on est tous à votre disposition pour vous aider là-dedans. Voilà. On prend une dernière réaction, puis on va passer à la table ronde suivante. Je vous en prie. Moi j'ai une petite question rapide. Juste un commentaire, parce que moi je suis très favorable au fait qu'on sorte des carburants fossiles, et puis dans notre entreprise c'est ce qu'on a fait. Mais j'ai quand même une question, est-ce qu'il vaut mieux une 108 diesel ou un SUV Mercedes de 2 tonnes électrique? On part du principe depuis tout à l'heure que en gros il faut décarboner les carburants. Très bien, mais un peu comme pour les usages, est-ce qu'on n'a pas intérêt à réfléchir au type de véhicule qu'on utilise? Ça dépend du kilométrage que vous faites. Si vous faites peu de kilomètres, je vous dirais garder la 108 diesel. Si vous en faites beaucoup, à ce moment-là, la bascule se fait dans l'autre sens. Mais ça dépend beaucoup des usages. Avec un SUV de 2 tonnes 5 En termes d'émissions? Oui. Oui, je pense quand même. Après, il y a le sujet de l'extraction des matières, il y a quoi? Il y a la voiture. Moi, par rapport à cette question, puis je connais la petite là, je pense que c'est vraiment un problème d'usage. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à un espace multimodal en termes de mobilité. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à le construire. C'est effectivement une voiture diesel, même un peu lourde, sur 1000 km sur autoroute, avec une vitesse bien limitée et des régulateurs, je pense, va être moins impactant qu'une 108 diesel qui va faire ses 1000 km. En revanche, sur le dernier kilomètre ou dans un département, dans une région où vous faites toujours les mêmes kilomètres, je pense que la voiture électrique, elle est vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc je pense que c'est vraiment l'équilibre entre les deux. Et c'est vrai que les gens aujourd'hui choisissent plutôt finalement l'hybride, parce qu'ils se disent j'ai les deux et je le fais avec les deux. Mais je pense que l'hybride a aussi la difficulté, c'est que c'est lourd, du coup il y a des batteries qui sont lourdes. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir en termes d'usage et puis de prix aussi. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Charles Rochis, merci pour cette semaine, merci pour eux. On se retrouve dans une semaine avec la table ronde.